Ici Alexis de Lancer. Des soldats ukrainiens prêts à tout pour repousser les troupes russes. Jean-Michel Leprince est sur la ligne de front. Au Québec, des chirurgies vitales encore reportées, des patients dans l'angoisse. Popularité grandissante sur TikTok, quel impact sur la santé des jeunes? Ce soir, au Téléjournal. Якщо відповідь не стріляти. Зрозуміло, що стріляємо. Даємо відповідь. We are here, and this is position. Коли ми отримаємо завдання йти у контрнаступ. Au dernier examen, en finissant, il dit, Madame, ça va être bientôt votre opération. Ça, c'était au mois de décembre. Je pense pas de me rendre à l'opération. Ils vont avoir ma peau. On peut écouter 200 vidéos, on dirait que le temps n'a pas passé. C'est aussi une question d'intensité d'utilisation. Avec la pandémie, l'utilisation problématique a augmenté. Nos décideurs doivent se pencher à la façon que ces plateformes-là contrôlent leur contenu. Bonsoir à tous. Alors, la Russie a mené ce matin une rare attaque contre la colonne vertébrale de l'Ukraine. 6 frappes visant le réseau ferroviaire, dont une à Krasne, dans l'ouest du pays. L'objectif est d'entraver les livraisons d'armes et de vivres destinées aux forces ukrainiennes qui tiennent tête à l'assaut russe dans le Donbass. Cette résistance permet donc aux Ukrainiens de croire qu'ils pourront un jour passer à l'offensive et reprendre les territoires perdus en 2014 aux mains des séparatistes pro-russes. Jean-Michel Leprince et Frédéric Tremblay sont allés au front pour suivre un bataillon ukrainien déployé dans des villes assiégées. Nous sommes sur la ligne de front ukrainienne face à Donetsk, aux mains des séparatistes russes depuis 2014. Ce qu'ils voient avec ses jumelles, nous ne pouvons pas le montrer. C'est la pointe sud de la tenaille russe pour encercler les défenseurs ukrainiens du Donbass. Cette ligne n'a pratiquement pas bougé depuis et les soldats du bataillon Samat attendent la grande offensive annoncée de pied ferme. Ivanovitch, c'est son surnom, dit qu'ils se font tirer dessus fréquemment, surtout la nuit, comme sur les villages alentours. Et il réplique. Так. Bien sûr, on doit répondre. Il faut bien se défendre. Відповідь не стріляти. Зрозуміло, що стріляємо. Даємо відповідь. De nouvelles armes modernes viennent d'arriver. Cadeau de l'Allemagne. L'Ukraine reconnaît maintenant qu'on lui en fournit assez. Celle-là vient de Suède, très précise pour les tanks et d'un mode d'emploi facile. L'idée, c'est que les chars russes finissent comme celui-ci, souvenir de 2014, ce qui se produit fréquemment. We are here, and this is position. Le bataillon est divisé ainsi. Il y a le quartier général, puis plus en avant, une série de 3 compagnies, elles-mêmes divisées vers l'avant en 3 positions. La position est pourvue d'une mitrailleuse. Andrei dit qu'elle ne sert que pour les occasions sérieuses. Ensemble, les positions peuvent effectuer des tirs croisés. En attendant la grande offensive, il y a des escarmouches. Chaque fois, les Russes ont été repoussés. Pas plus tard qu'hier, dit Andrei. Il est ici depuis plusieurs mois, personne ne rentre chez soi et il est prêt à rester encore longtemps, jusqu'à la victoire. Tout est relié par un réseau de tranchées constamment amélioré. Notre guide dans les tranchées, c'est Irina. Évidemment, l'armée ne veut pas amener les journalistes dans des endroits exposés, mais elle veut leur montrer que ces soldats sont professionnels, bien équipés et surtout prêts à tout, déterminés. Зараз наше завдання. Plusieurs fois pendant l'entrevue, des coups de canon venus du côté russe. Pour l'instant, ici, l'Ukraine est sur la défensive. Mais comme l'armée russe encaisse de lourdes pertes, 1 pour 10, dit Irina, parce que nous sommes plus techniques et rapides, le bataillon s'attend à passer à l'offensive. Un jour. Mais il est prêt. Коли ми отримаємо завдання, Quand on va recevoir l'ordre d'attaquer, dit-elle, nous sommes prêts. контрнаступ. Ce que le bataillon défend, ce sont des villes comme Kramatorsk, dans la poche qui va de Kharkiv au nord à Donetsk au sud. La gare de Kramatorsk a été touchée par un missile russe qui est tombé au milieu de la place et dont les éclats ont fait une 50aine de morts et beaucoup de blessés.
sur le stationnement. Sur le quai, on y a laissé des fleurs. Les habitants sont partis en masse. Kramatorsk est une ville fantôme. Presque tout est fermé. Ceux qui restent continuent à vaquer à leurs occupations. Les transports en commun fonctionnent. Non loin, à Bakhmout, un missile a détruit ce qui semble être une usine, probablement un entrepôt militaire. Là aussi, les gens ont fui la ville. Mais pas ces chauffeurs de taxi, ils restent. On n'a pas d'argent pour partir de toute façon, mais ont-ils peur? Non, ils ont des sous-sols bien aménagés. Le seul commerce encore ouvert ici, c'est la fleuriste. Même si les gens sont partis, elle vend encore des fleurs et il reste des anniversaires à fêter. Mais elle a peur. Elle ne sait pas si elle va rester ou partir. Ses employés municipaux continuent le travail comme si de rien n'était. Plus au nord, c'est Sloviansk. Et là, la ligne de front n'est pas loin. Sur la place centrale, la sirène hurle jour et nuit, comme pour faire partir ceux qui résistent, comme les pigeons. À la limite de la ville, on entend les canons russes. Puis la réplique ukrainienne. Le canon qui a tiré s'en va à toute vitesse se placer ailleurs avant d'avoir été détecté et frappé. Sloviansk également est pratiquement déserte. Comme celle de Kramatorsk, la gare est fermée. Comment évaluer les chances de subir le sort de Mariupol ou Irpin, ou bien d'être épargné comme Kiev? Sloviansk est la première ville du nord du Donbass que les Russes doivent capturer s'ils veulent faire la jonction avec leurs troupes venues du sud. Ils pourraient ainsi s'emparer du Donbass au complet, tout en encerclant les forces ukrainiennes qui sont retranchées depuis 2014. Mais c'est loin d'être acquis, car les Ukrainiens se croient capables de les en empêcher et de leur infliger une défaite pour la deuxième fois. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Sloviansk. Si elle parvient à conquérir le Donbass, la Russie espère ensuite poursuivre son offensive dans le sud du pays. Et déjà depuis le début de la guerre, une grande partie du corridor reliant Mariupol à Odessa vit sous l'occupation des envahisseurs. Des familles y sont même déportées vers la Russie. On vous présente ce soir le témoignage d'un Canadien qui est coincé dans cette région. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de protéger son identité. Tamara Teresco s'est entretenue avec lui. De voir cette réalité-là, c'est abominable. Ce Canadien partage son temps entre le Québec et l'Ukraine depuis 10 ans. Il séjournait dans la maison de sa femme dans le sud quand la Russie a lancé son offensive. Depuis le 1er mars, ils vivent sous occupation des forces russes. Au calendrier, 55 jours maintenant. Donc, l'approvisionnement en nourriture n'est plus fait par l'Ukraine. Aucune nourriture, aucun produit ne rentre dans la ville, aucun médicament. Il occupe ses journées à préparer des repas pour des familles en besoin parce qu'ils ont de la chance, ils ont encore beaucoup de provisions. C'est sa femme, une Ukrainienne, qui les livre, car lui sort peu. Comme étranger, il est convaincu qu'il sera arrêté. Il est confiné dans son jardin et son quartier. Il évite tout contact avec les soldats russes qu'il a appris à reconnaître, même quand ils ne sont pas à bord de véhicules de l'armée. Les Russes ont dévalisé les concessionnaires automobiles locaux. Et patrouillent avec ces voitures qui souvent n'ont aucune plaque d'immatriculation. S'il était encore possible pour certains Ukrainiens de fuir la région moyennant un paiement secret, il dit que les taux se resserrent. Il y a beaucoup plus de stress dans les 24 dernières heures parce que là, vraiment, on a bloqué les accès de pouvoir sortir de la ville, même si les gens voulaient payer. Donc, il y a des consignes de vraiment garder toutes les populations. On annonce véritablement cette fois-ci la mobilisation des hommes et même des adolescents de 16 ans et plus. Et on les met en devant des bataillons comme chair à canon. C'est paradoxal, surréaliste. Encore plus troublant, c'est la déportation des civils par autocar vers la Russie. Ce n'est plus une rumeur, dit-il, mais l'atroce réalité. C'est très, très récent. La ville avait été relativement épargnée. Par contre, dans les villages environnants, par nos contacts locaux, oui, on déplace des gens. Dans la région de Mélitopol, il y a présentement des centres de tri, des campements où on sépare les enfants des parents, des grands-parents et des hommes. Okay?
Et une fois que ce centre de traitement-là a procédé, on les achemine du côté russe dans la région de Rostov-Don. Et par la suite, ils sont réexpédiés dans des régions de Russie. C'est ça. C'est terrible. Ce qu'on peut faire, lui, avec des populations en 2022. On se croirait, c'est s'en retourner il y a 75 ans passés. Tout simplement. L'histoire se répète. Mais cette fois, c'est sous ses propres yeux. Les atrocités, les horreurs commises sont trop importantes. C'est des gens qui ne comprennent pas. C'est des gens qui n'ont aucune morale. Il communique constamment avec des amis médecins qui confirment que les gens meurent tous les jours, souvent de crise cardiaque ou faute de médicaments. Il y a 1000 nouvelles tombes de creusées dans les cimetières environnants. Et il y a certaines fosses aussi. La dernière fois qu'il est allé en ville, c'était au début de la guerre. Et la route était jonchée de cadavres. Depuis, son secteur est constamment survolé par des chasseurs, des hélicoptères, et du renfort est arrivé ce week-end. À peu près 500 à 700 équipements. Donc, j'entends des tanks, des batteries. Qu'est-ce qui va vous arriver? Écoutez, mon destin est relié à la capacité des forces ukrainiennes à reprendre le contrôle de la ville actuellement. Sauf qu'elles ont été repoussées, dit-il, de plusieurs dizaines de kilomètres par l'armée russe qui a miné les champs et les routes secondaires. En attendant une porte de sortie, il organise l'installation de réfugiés ukrainiens au Canada. J'ai une famille ukrainienne que j'ai réussi à placer dans la région de Québec. Donc, ils vont avoir des enfants qui vont grandir en sécurité pour les prochaines années. Mais son sort à lui, comme celui de centaines de milliers d'Ukrainiens, demeure incertain. Et Tamara, la guerre entre dans son 3e mois et de toute évidence, les ambitions de la Russie ne se limitent pas au Donbass. Non, pas du tout. Même si le gros des combats se passe là où est Jean-Michel, c'est-à-dire dans l'est du pays, l'armée a le but avoué de se rendre jusqu'à Odessa, dans le sud. En tout cas, c'est ce que dit un général assez important ce week-end. Il a même sous-entendu que ça donnerait une porte d'entrée en Moldavie. Donc, est-ce que c'est possible? Je vous dirais que du point de vue militaire, c'est assez ambitieux. Mais ce que la Russie fait en ce moment dans le sud pour officialiser ses gains, je vous dirais, c'est qu'elle organise officiellement des référendums. C'est ce qui va se passer à Kherson cette semaine. On va demander aux gens de voter, parce qu'on parle de référendum bidon, pour déclarer leur autonomie de Kiev. C'est ça qui est en train de se passer dans le sud de l'Ukraine en ce moment. Et pendant ce temps-là, en Russie, on prépare la population à toute éventualité pour justifier de continuer cette guerre, peu importe les coûts, surtout en vie humaine chez les soldats. On leur dit à la télévision depuis 2 jours sur toutes les chaînes d'État que l'Ouest, pas l'Ukraine, mais que l'Ouest est en train de préparer une provocation majeure. Ça, Alexis, c'est jamais de bon augure pour la suite des choses. Et justement, c'est un peu dans cet esprit, Tamara, que le chef de la diplomatie russe y est allé de propos aux accents assez belliqueux aujourd'hui en brandissant le spectre d'une 3e guerre mondiale. Oui, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a déclaré ce soir qu'à son avis, le risque d'une 3e guerre mondiale était réel. Il dit que la Russie veut l'éviter, mais je le cite, que c'est un risque sérieux. Comment est-ce qu'il faut... Et on s'entend, M. Lavrov a déjà dit depuis le début de la guerre en Ukraine que s'il y avait une 3e guerre mondiale, elle serait nucléaire. Alors, comment il faut interpréter ces propos assez troublants à ce stade-ci de la guerre? Beaucoup de gens y voient la frustration du Kremlin, qui n'est pas là où il voudrait être. Beaucoup d'observateurs parlent de posture encore pour dissuader les pays de l'OTAN de continuer de fournir des armes à l'Ukraine, parce que c'est la clé du succès de l'armée ukrainienne. Moscou a envoyé aujourd'hui une note diplomatique officielle à Washington pour lui demander d'arrêter d'envoyer des armes. Tamara Alterescu depuis la Géorgie, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.